Enquête ce soir sur les routes de notre argent avec une plongée dans le monde obscur des banques. Où investissent-elles réellement nos économies? Vous allez être surpris. Construction de camps pour migrants aux États-Unis, armement destructeur au Yémen, tabac, alcool, pétrole, voilà quelques-uns des secteurs que vous financez sans le savoir. Bienvenue dans Investigation. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre nouveau magazine d'investigation malgré le contexte particulier et la crise que nous connaissons tous actuellement. Chaque mercredi, vous allez découvrir les enquêtes de nos journalistes. Révéler, confronter, témoigner, expliquer, ce sont les objectifs de nos équipes pour mieux vous informer. Et on commence ce soir avec une enquête exceptionnelle. Pendant près d'un an, Emmanuel Morimont a enquêté sur notre argent. Après avoir analysé des milliers de documents, il a découvert où il était réellement investi par nos banques et pas besoin d'avoir de grosses sommes pour être concerné. Ça vous dirait de soutenir une entreprise d'armement, d'aider un producteur de cigarettes ou encore de financer une prison pour enfants aux États-Unis? Non? Eh bien, vous allez constater qu'en réalité, vous le faites déjà, alors même que vous avez peut-être choisi avec votre banquier un investissement vert et socialement responsable. Précision importante, cette enquête a été tournée avant les mesures de confinement et de distanciation sociale. Pour Investigation, Emmanuel Morimont et Simon Bemmelmans nous emmènent sur les routes de notre argent. On commence au plus proche de vous, sur la place du marché. Imaginez un vendeur d'un nouveau genre. Un homme respecté et respectable. Il vit avec son temps. Sur son étal, que des produits durables ou socialement responsables. En fait, ils ne le sont pas vraiment. Tout ça n'est qu'une mise en scène, mais on va quand même vous les vendre, juste pour voir votre réaction. Je vous écoute. Venez voir. Sustain Bio. Vous connaissez? Non. Ça veut dire durable, bio. C'est des produits qui sont durables. 1, 2, 3, 4 produits durables. Alors ici, on a du pesticide. Ok, oui. C'est total, hein, ça détruit tout. Hein, ça. Il y a tout qui crève avec ça. Hein. En 3 heures, la plante décline déjà. Je suis un peu impressionnée. Mais dedans, il y a du pesticide. Hein. C'est pas grave, quoi. Bon, ici, on a de l'huile pour moteur. Hein. Bon, ça fait du pétrole, on sait, c'est la merde, la saloperie, mais bon. Alors, le gin. Socialement responsable. Ça, c'est excellent. Hein. Et les cigarettes. Vous fumez? Non, pas encore. Oui, c'est bio. Oui. C'est du tabac? Oui, du tabac. C'est génial. On fait du bio avec tout, hein. Qu'est-ce que vous en pensez des produits d'invités? Que des trucs moches. C'est original. Si on me dit qu'il y a quand même du pétrole dedans, bah, c'est moyen cool. Je trouve ça surprenant. Quoi qui est surprenant? Surtout pour les cigarettes. On peut pas être écolo et fumer, ça Bon, va c'est pas ça. ensemble. Bah, chien, pourquoi pas? Mais en fait, c'est quoi la différence avec un produit comme ça et un produit qui est vendu en magasin? Bah, parce que celui-ci, il est durable. Mais durable comment? C'est ça le problème. Bon, ben c'est tout. Et attendez, j'ai encore autre chose, venez voir. Il y a encore autre chose de caché là, venez voir. Regardez ici. Regardez. Oh là là. Aïe, des mitraillettes bio. Oh, Jésus-Christ. Comment on peut respecter le bio avec une arme? Ça ici maintenant, Oui. c'est quoi? C'est du plomb? Non, ce sont des vrais. C'est des Vous vrais. pouvez venir vendre ça comme ça ici? Ah oui, c'est durable, oui. Là, vous êtes mal tombé. Pourquoi? Je déteste les armes à feu. Ça, il faut enlever ça. Pourquoi? Parce que le monde va mal à cause de tout ça. Vous savez, on met durable sur tout, hein. C'est n'importe quoi, on met durable. Bah ouais, c'est n'importe quoi. On sait, ça vous paraît absurde. Je sais pas, c'est bizarre, c'est limite. C'est vrai, le scénario est un peu gros. Je ne vous crois pas, Vous ne croyez pas? Non. À la fin, vous nous avez repérés. Je sais que vous êtes un acteur. On aurait bien voulu vous dire que tout ça n'était qu'une caméra cachée. Oh, c'est une blague. C'est vrai? Et pourtant, tout est vrai. Cet homme, c'est votre banquier. Quand on propose un fonds, on a une responsabilité. Prendre votre argent pour le mettre là où vous n'avez pas demandé comment faut le mettre, ça s'apparente à du vol. Notre argent ne dort jamais. Les banques l'investissent pour façonner le monde. Mais de quelle manière?
Alors c'est une très bonne question. C'est vraiment des investissements qui servent à rendre la société meilleure. Là derrière, il n'y a que du noir, il n'y a que du sale et il n'y a que des entreprises qui veulent faire du profit. En public, le message est transparent. What we want is to have more transparency for clients. En coulisses, il est parfois opaque. Je ne vais pas faire d'interview si vous me permettez. Ils sont incapables de répondre aux défis de notre société. Nous avons remonté les routes cachées de notre argent. Ils ne sont pas traités comme des êtres humains. Ça veut dire que c'est des esclaves. À des milliers de kilomètres, nos euros ont un impact. Des gens se font des centaines de millions de dollars par an sur la souffrance des enfants. Le voyage a duré 1 an au cœur de notre système bancaire. C'est une longue liste de complices de crimes contre l'humanité ou de crimes contre la Terre. On parle d'armement, on parle de travail des enfants. C'est des choses impardonnables. Et dire « je ne savais pas », c'est pas possible. Avant, quand on voulait économiser, on plaçait notre argent sous le matelas. C'était risqué. Et puis, on a déposé nos économies à la banque, les fameux livrets d'épargne, plus sûrs. Mais aujourd'hui, les comptes épargne ne rapportent plus rien. Dans les salles des coffres des banques, il y a mieux pour faire fructifier notre argent. Les fonds de placement. En Belgique, ça représente 200 milliards d'euros. Un fonds de placement, c'est quoi? On va essayer de faire simple. C'est parti pour la Minute Économie. Quand nous investissons notre argent dans un fonds de placement, nous confions notre argent à la banque. Avec cet argent, la banque va acheter des actions, ou si vous préférez, des parts de gâteau de plusieurs sociétés différentes. C'est comme si elle en devenait copropriétaire. Et dès que ces entreprises génèrent des bénéfices, elles vont reverser à ses actionnaires de l'argent, ce que l'on appelle des dividendes. Mais la banque peut aussi choisir de prêter directement notre argent à des sociétés, voire même à des États. Au bout d'un certain temps, ces sociétés et États s'engagent à lui rembourser la somme avec un intérêt. Ce sont les obligations. La banque investit donc notre argent dans un panier rempli d'actions et d'obligations. C'est un grand marché qui bouge tout le temps. À tout moment, la banque peut décider d'acheter ou de vendre ses actions et obligations. Notre argent circule donc partout dans le monde. Nous vendre ces fonds de placement, c'est devenu le leitmotiv des banques. Ces banquiers veulent rester anonymes. Certains travaillent toujours dans le milieu. Les consignes de leur hiérarchie étaient très claires. Il y avait quasiment l'obligation d'inciter les clients, de conseiller les clients afin qu'ils sortent l'argent de leur compte d'épargne pour investir dans des fonds de placement. Il y avait le produit du mois, il y avait le produit de la semaine, il y avait même parfois le produit du jour. Donc c'est aujourd'hui tu vends tel produit à telle personne. Il y a des listes qui sortent avec les clients appelés et les produits sont déjà sélectionnés. Donc on ne demande pas à l'employé de banque d'inventer quoi que ce soit, il est là pour exécuter. C'est un exécutant, on ne met même plus les gants, c'est urgent. Et vous êtes prié de faire du chiffre. Les pressions en banque, elles sont terribles. Quand ça ne va pas comme ils veulent, une faute grave, c'est très vite trouvé. Et de toute façon, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dehors. Il est temps de s'y mettre. Que retrouve-t-on exactement dans ces fonds de placement? Pour le savoir, on part faire notre marché. Nous avons rendez-vous dans 4 grandes banques. On veut juste investir de l'argent. Nous sommes en caméra cachée. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais donc j'ai plus ou moins 5 000 € à investir. Oui. J'y connais pas grand-chose, je vous avoue. J'ai déjà une épargne de précaution, ça je veux pas y toucher, j'ai plus ou moins 10 000 €, donc ça représente plus ou moins 4 mois de salaire. Donc voilà, et pour les 5 000 €, j'en ai pas besoin tout de suite. Ok. Enfin avant 5 ans au moins, ça peut même être plus. Après avoir dressé notre profil d'investisseur, chaque banquier va nous proposer plusieurs fonds de placement, des fonds avec des noms bizarres. Il y a le CIVEC classique. Avenue Europe conservatif. Europe Neutral. C'est un fonds NN. Adrien, Templeton. est-ce que vous avez des questions? On investit dans quoi en réalité? Ça investit dans presque dire tout. Ici, ça investit dans quoi? Eh ben dans des zones en développement. C'est un fonds qui est quand même à taille globale et en fait il suit une tendance, ce qu'on appelle un fonds thématique, c'est justement l'évolution démographique.
panier il est tellement grand qu'il est difficile de vous dire ok vous investissez là-dedans, là. Le problème avec ça, vous allez être bien servi. On est bien servi, mais on ne sait toujours pas précisément où va notre argent. On a donc dû faire le boulot nous-mêmes. On s'enferme pour chercher les derniers rapports de tous les fonds proposés. On retape tous ces noms bizarres dans les moteurs de recherche des banques. Mais dans le lot, il y a aussi ce que l'on appelle les fonds de fonds. C'est un peu comme les poupées russes. Vous ouvrez un fonds et à l'intérieur, il y en a plusieurs, parfois plus de 30. C'est à devenir fou. Au total, on a analysé 110 fonds, on a extrait, compilé et revérifié. Ça nous a pris 7 jours complets. Pour visualiser toutes ces données, il nous faut de la place et un endroit symbolique. L'ancienne bourse de Bruxelles est à nous. On vous avoue, on se sent un peu seul dans ces 500 mètres carrés chargés d'histoire. Heureusement, les renforts sont là. L'équipe d'investigation est sur le pont. Au programme, un superbe atelier, découpage, collage, banque par banque, fond par fond. On a posé plus de 500 pages de rapports. Sur le sol, 10 milliards d'euros, plus de 16 000 lignes d'actifs, des noms de sociétés ou de pays dans lesquels nos banques investissent. C'est un peu la carte du monde de notre argent. Vous pensez que c'est fini? Eh bien non, ça ne fait que commencer. Nos experts entrent dans la danse. Chacun a son domaine de prédilection. Environnement, santé, finances, droits de l'homme. Ils vont nous aider à y voir plus clair dans ce labyrinthe. Où va notre argent? Petit tour d'horizon, secteur par secteur. Alors ici on retrouve Carlsberg, AB InBev, Heineken, Pernod Ricard, Diageo, qui est le plus grand consortium de spiritueux au monde. L'alcool, c'est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. On a Philippe Morris, qui est évidemment un cigarettier. KBC prétend exclure de tous ses investissements le tabac. Ah, visiblement, ils se sont trompés dans leur affirmation. Chevron, une des plus grosses sociétés pétrolières au monde. Ici, Total, le grand groupe pétrolier français. Shell et ExxonMobil. Les 20 plus grandes entreprises qui extraient du pétrole, qui sont actives dans ce secteur, représentent depuis 1965 35% des émissions de gaz à effet de serre. China Petroleum Chemical Corp, il y a PetroChina Company Limited. On a également l'entreprise malaisienne Petronas. Ces entreprises sont complices du régime soudanais, où on peut dire qu'il y a eu un génocide. Et donc, en fait, c'est pas du tout respectueux des principes contenus dans les conventions internationales ratifiées par la Belgique. C'est inadmissible. Las Vegas Sands Corporation, c'est une société donc de jeux de hasard, de casino. Donc on a prouvé maintenant scientifiquement que les jeux de hasard agissent sur le cerveau un peu comme les produits psychotropes, c'est-à-dire que ça active ce qu'on appelle le circuit de la récompense. On a China Coal Energy aussi qu'on peut souligner. Comme son nom l'indique, le charbon. Ici on retrouve BAE Systems, un des leaders mondiaux de l'armement, la plus grosse entreprise de défense britannique. BAE Systems, qui fait absolument de tout, du système terrestre à l'avion de combat en passant par le sous-marin, le navire de surface, les armements qui vont avec. Ici, Suncor Energy, Cenovus Energy, Husky Energy, pareil, actif dans les sables bitumineux au Canada. Les sables bitumineux, c'est une manière d'extraire du pétrole qui est beaucoup plus complexe et malheureusement, ça génère énormément de pollution localement. Tasso, ça c'est typique. C'est probablement un des meilleurs exemples qu'on puisse donner d'un investissement qui crée les cadavres. Tasso Aviation, qui est aussi essentiellement connu pour les avions de combat, notamment les avions Rafale. On est dans des missions qui ont pour but de faire le maximum de dégâts à la partie adverse, de provoquer des morts, de provoquer des destructions. On résume. En 2019,
les 4 grandes banques ont toutes investi sans exception dans l'alcool, le tabac, les jeux de hasard, le pétrole, le charbon, les sables bitumineux, les paradis fiscaux, les mines et enfin dans l'armement. Il y a des milliers d'entreprises à analyser. Impossible de toutes les passer en revue. On va en pointer une. KBC a placé l'argent de ses clients dans Corps Civique. Pour comprendre l'enjeu, Investigation vous emmène en voyage. Dilley, sud du Texas. Une petite ville à 1 heure de route de la frontière mexicaine. À peine 4000 habitants, qui gagnent 2 fois moins que la moyenne américaine. Ici, on vit surtout de l'industrie du pétrole. Dans le coin, il n'y a rien, ou très peu. Voici un des 3 restaurants mexicains dont on dispose. Puis il y a quelques stands de tacos, comme celui là-bas. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici pour se changer les idées après le travail. Dans la région, beaucoup de gens éprouvent des difficultés financières. À la sortie de Dilley, il y a pourtant un endroit saisissant, un lieu à peine visible depuis la route. À gauche, c'est tout ce qu'on peut voir du centre de détention depuis la route. Ils ne laissent personne filmer ou prendre des photos à l'intérieur. On aperçoit juste le haut de certaines tentes. Ce sont tous des bâtiments temporaires, comme des roulottes ou des grandes tentes. Au milieu de nulle part, le plus grand centre de détention des États-Unis. Il peut accueillir 2400 migrants, environ 600 enfants y sont enfermés avec leur mère. Les pères n'y sont pas admis, tout comme les caméras. Ce centre est dirigé par Corps Civique, une société de prison privée cotée en bourse. Chiffre d'affaires, environ 2 milliards de dollars. Elle gère une 50aine de prisons en Amérique. En 2016, elle a financé la campagne de Donald Trump. Et au lendemain de son élection, le cours de son action a grimpé de 43%. KBC a investi plus d'1 627 000 $ dans Corps Civique. La détention est devenue un business. Cathy Murza nous emmène dans son quartier général, une maison perdue dans le désert texan. Son association offre une assistance juridique aux demandeurs d'asile de Dilley. On a parlé avec des personnes engagées politiquement. Beaucoup ne connaissent pas cette ville ou ne savent pas que le centre de détention se trouve ici. Ne connaissent pas les détails. Tout est très dissimulé. Les seules images prises à l'intérieur du centre sont fournies par les autorités. C'est dans ces murs que Cathy a rencontré des centaines de mères avec leurs enfants. En théorie, ces familles ne peuvent être détenues que 20 jours. En théorie seulement. C'est un endroit désespéré, on fait ce qu'on peut, mais ce n'est jamais assez. Par exemple, certaines personnes ont été refusées, alors qu'elles avaient le droit de comparaître devant un juge de l'immigration après 1 semaine pour revoir cette décision. Elles ont attendu pendant 2 mois. Alors que d'après le gouvernement, le délai est de 20 jours, on a eu beaucoup d'exceptions aujourd'hui et par le passé. Malheureusement, c'est très courant aux États-Unis que ces centres de détention soient gérés par des sociétés commerciales. Mais c'est un problème, car la plupart des contrats que ces sociétés reçoivent leur octroient un montant par personne et par lit. Ça crée un incitant financier et une pression pour avoir plus de détenus, plus longtemps. Beaucoup de gens sont détenus inutilement. Nous partons à la recherche de migrants sortis du camp de Dilley. Nous n'avons aucun rendez-vous. Notre seule chance, c'est la gare des bus de San Antonio.
C'est là que parfois des familles sont relâchées. Et c'est exactement ce qui va se passer ce jour-là. Perla est mexicaine. Elle a fui son pays quand on a menacé de tuer ses enfants. Sa sœur est morte, assassinée par un cartel. Elle sort de 20 jours de détention avec ses 3 filles. Son mari est toujours enfermé quelque part. Elle ne sait pas où. Mais elle accepte de nous livrer son histoire, juste le temps d'enlever à ses enfants leur badge corps civique, leur numéro de matricule. Si on n'a pas ça avec nous, on ne peut pas manger, on ne peut pas aller voir le médecin, on ne peut rien faire sans ça. Donc on le met dès qu'on se lève et on ne le range qu'en allant dormir. Disons que c'est une prison dorée. On a tout ce qu'il faut, mais malgré tout, ça reste une prison. On est triste de ne pas avoir de nouvelles de notre famille. On ne peut pas communiquer, ils ne nous disent rien. Les enfants allaient bien, mais ils étaient tristes, comme moi, parce que leur papa n'était pas là. Ils se levaient et il leur manquait. Quand est-ce qu'on verra papa et papy et mamie? On n'arrête pas de penser aux personnes qui sont dehors, au sens de notre vie. C'est vraiment... Ce sont 2 semaines de réflexion et 2 semaines de désespoir. La prison dorée, surnommée aussi le camp de vacances par les autorités, aurait pourtant un tendon d'Achille majeur, l'accès aux soins. La clinique, le matin on y va et on est angoissé parce qu'on te dit « Non, elle n'a pas de fièvre », mais tu sens qu'elle en a. Ils disent que la toux ou la grippe, ce n'est qu'une simple allergie, alors que ça fait 1 semaine, c'est juste une allergie et ça ne s'améliore pas. Le gros problème de la clinique, c'est que si tu as de la fièvre, ils ne te donnent un médicament que 5 heures plus tard. Donc les enfants ont de la fièvre et ils ont un médicament 5 heures plus tard. Ce cas est loin d'être isolé. A mother whose toddler died weeks after they were released from ICE custody. Officials, meanwhile, are investigating the death of a child recently released from the nation's largest immigration detention center in Dilley, Texas. À l'été 2019, l'Amérique découvre le témoignage poignant de Yasmine Juarez. Devant le plus grand comité d'investigation du Congrès, cette mère va expliquer comment sa fille de 19 mois est morte d'une infection pulmonaire après son passage à Dilley. Al cabo de una semana, en Dilley, Mario se enfermó, mi niña. María había perdido casi el 8% de su peso corporal en solo 10 días. Todavía vomitaba constantemente. Finalmente la vio un médico y este médico me dijo que le diera Pedialyte y Vicks Vaporub. Le supliqué que le realizaran un examen más profundo, pero nos enviaron de regreso a nuestra habitación. À la fin de sa détention, Yasmine fait hospitaliser sa fille immédiatement. Ce sera trop tard. Mi María murió el Día de las Madres, que es en la ciudad de mi país, se celebra el Día de las Madres. Se supone que las personas que dirigen estas instalaciones, que cuidan de esos pequeños ángeles, que hoy no han hecho nada malo, pero espero que su historia estimule al gobierno de los Estados Unidos a actuar para que niños no mueran por negligencia y maltrato. Corps civique prétend ne pas être responsable des soins médicaux. Yasmine Juarez a pourtant bel et bien attaqué la société en justice. Aux États-Unis, des voix ont commencé à s'élever, parfois les plus inattendues. En Louisiane, nous allons rencontrer une lanceuse d'alerte. Le docteur Macpherson est toujours sous contrat au département de la sécurité intérieure. Chaque interview est un risque de représailles de son employeur. Cette psychiatre, spécialiste de l'enfance, était mandatée pour expertiser ces centres de détention. Elle est allée à Dilley, elle dénonce un système qui ne fonctionne pas, un système qui peut briser un enfant.
L'impact de la détention sur les enfants est sérieux. Ils sont confus. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les enfants qui ont un taux élevé de stress toxique régressent souvent. Ils se comportent comme s'ils étaient plus jeunes. Il y a plus de risques de maladies cardiaques, de diabète, d'AVC, de cancer, de dépression, d'anxiété, de toxicomanie pendant toute leur vie. Pour moi, la détention d'enfants innocents est une violation des droits de l'homme. Une société civilisée ne devrait jamais enfermer des enfants innocents. Nous lui expliquons qu'une banque belge KBC investit de l'argent dans Corps Civique et elle a voulu s'adresser directement aux clients. L'argent parle. L'argent est votre voix. Je voudrais dire aux Belges qu'ils comptent, qu'ils peuvent faire la différence pour ces enfants et faire changer les choses dans le monde. Des gens se font des centaines de millions de dollars par an sur la souffrance des enfants. Je ne comprends pas ça. Notre périple aux États-Unis se termine avec le témoignage de Chili, un bénévole qui aide les migrants à la gare des bus de San Antonio. Quand ils passent la porte, ils sont très calmes, très timides, très obéissants. Ils sont plutôt du genre « mets-toi en rang, tais-toi, ne regarde pas les gens dans les yeux et ne fais rien ». Mais après 3 ou 4 heures d'attente à la gare routière ou pendant la journée, s'ils prennent un bus de nuit, ils commencent à... Ils reviennent à la vie. C'est tellement... Ça fait plaisir. C'est comme s'ils se réveillaient. Ces gens ne sont plus des produits qui servent à faire de l'argent, car Corps Civique gagne de l'argent en emprisonnant ces personnes. Ils ne sont pas dans un bon business. Ce sont des êtres humains. Ils ont leur vécu, ils ont une vie, ils ont des enfants, un avenir. Il faut remettre un peu d'humanité dans tout cela. On aurait bien voulu trouver la clé qui donne accès directement à KBC. On a insisté, mais nos demandes d'interview ont été refusées. Alors, on a dû se replonger dans nos documents. En haut du rapport du fonds qui investit dans Corps Civique, on voit tous les noms des responsables. Dans la liste, il y en a un qui a retenu notre attention. Linda de Munter. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un événement où tout le gratin belge de la finance est présent. Et pour le coup, nous aussi. La cérémonie du Nouvel An organisée par Euronext, la bourse de Bruxelles. C'est par là que ça se passe. Le thème du jour, la durabilité dans la finance. Ça tombe plutôt bien. La qualité des gens présents en font une soirée exceptionnelle comme d'habitude. Merci beaucoup Vincent. Et parmi les invités, et oui, il y a une certaine Linda de Munter, directrice des investissements chez KBC. On prend place pour écouter son intervention plutôt engagée. What we want is to have more transparency for clients and standardization. If you exclude certain companies because you think their business is not sustainable or is not socially acceptable, if everybody does that, I think that will have impact. Impact et transparence, on n'en demande pas plus pour lui poser quelques questions. Vous gérez ce fonds, hein, si je ne me trompe pas, et on a trouvé une société qui s'appelle Corps Civique. Corps Civique, c'est une compagnie de prison privée. Mais attendez, ce sont des sujets. Si vous voulez, vous pouvez me contacter et on peut. Ce sont des sujets assez importants. Est-ce que c'est normal qu'une banque investisse dans des centres de détention qui enferment des enfants selon vous? C'est quand même une question très importante. On parle de droits de l'homme. C'est vrai. Regardez, ça c'est la réalité. On est allé aux États-Unis. Vous voyez ici une famille. Mais c'est une famille qui était enfermée dans ce centre. Ce sont des enfants. On parle de violation de convention des droits de l'enfant. C'est quand même un sujet assez important. Vous pouvez me contacter demain matin et vous allez avoir toutes les réponses. Regardez, vous avez investi pour plus d'1 million
627 000 $ dans cette société. Pourquoi est-ce qu'une banque investit dans une société qui enferme des enfants? Monsieur le maire, vous aurez toutes les réponses que vous voulez. Mais vous pouvez me les donner maintenant. Est-ce que vous connaissiez... Je ne peux pas les donner maintenant. Est-ce que vous connaissiez cette société? Non, je ne la connais pas. Et pourtant, vous faites partie de la direction de la gestion de ce fonds, donc c'est vous qui décidez d'investir l'argent des consommateurs dans ce type de société. Est-ce que c'est normal? Je vais arrêter la conversation si vous me permettez. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas répondre? Parce que je ne sais pas la réponse pour l'instant. C'est une question assez importante pour être visiblement assez transparent. Vous avez parlé de transparence. On a essayé, mais sans succès. Alors Manu, est-ce que tu as pu obtenir cette interview de KBC? Est-ce que la directrice des investissements a accepté de répondre à tes questions? Non, interview refusée par le service presse. Par contre, quelques jours plus tard, on a reçu un mail nous disant que CoreCivic ne figurait pas sur la blacklist, sur la liste noire de KBC, et qu'aucune source fiable internationale ne permettait d'identifier cette société comme étant controversée. Ce qui est plutôt étrange parce que quelques mois plus tôt, plusieurs banques, dont BNP Paribas, ont annoncé désinvestir complètement du secteur des prisons privées aux États-Unis. Alors, est-ce que tu penses que KBC va revoir sa position? On a reçu un mail avant la diffusion de cette enquête et KBC nous a dit avoir sorti CoreCivic de son fonds de placement, mais non pas pour des raisons éthiques ou de droits de l'homme, mais pour des raisons, comme tu peux le voir sur ce mail, pour des raisons de gestion. C'est étonnant ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on parle ici de rentabilité financière. Il faut savoir que le cours de l'action, bien avant la crise du coronavirus, le cours de l'action de CoreCivic était en train de chuter vertigineusement, sans doute rattrapé par tous ces scandales. Et donc, ABC, à l'heure actuelle, n'exclut pas totalement la possibilité d'investir à l'avenir dans CoreCivic. Ils vont réévaluer ce cas. Alors, dans ton enquête, on a pu voir des images de l'intérieur de ce centre de détention au Texas. On doit préciser qu'elles n'ont pas été tournées par ton équipe, mais qu'elles ont été fournies par les autorités américaines. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas pu obtenir l'autorisation de filmer pour montrer la réalité de ce qui s'y passe? Alors, quand on a demandé l'autorisation à CoreCivic de filmer le centre de Dili et d'interroger un responsable, ils nous ont renvoyés directement vers ICE. ICE, c'est qui? C'est en gros l'autorité fédérale de contrôle de l'immigration. C'est leur client. Et contre toute attente, ICE nous a dit « Ok, vous pouvez venir, vous pouvez entrer dans notre centre de détention, mais à quelques conditions, pas de caméra, pas de micro, vous ne pouvez pas parler aux familles, aux mères et aux enfants détenus, et cerise sur le gâteau, vous ne pouvez interviewer aucun responsable. » Ça fait pas mal de restrictions. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez choisi de faire avec l'équipe? On a choisi de refuser ces conditions, d'autant plus qu'on grillait une de nos deux possibilités de rencontrer peut-être, puisqu'on n'avait pas de rendez-vous, une famille de migrants relâchés à la gare des bus. On avait 2 jours pour aller à la rencontre de ces familles. Et il se fait qu'on a rencontré justement une famille le jour où on était censé rentrer dans ce centre de détention. Donc je pense que la décision était la bonne. Alors pour aller un peu plus loin dans le sujet, on a compris que la composition de ces fonds, c'est compliqué à suivre, ça évolue, il y a des rapports qui sont publiés 2 fois par an par les banques. Est-ce qu'au cours de ton enquête, qui a duré plus d'1 an, tu as pu remarquer déjà des changements? La difficulté, c'était bien celle-là, c'était de pouvoir arrêter la réalité à un moment donné. Donc on a mené ces caméras cachées début 2019 et on a dû attendre parfois 5-6 mois avant d'avoir les rapports semestriels ou annuels qui collaient parfaitement à cette période de tournage. Et on s'est rendu compte, par exemple, qu'en mars 2019, la société KBC investissait encore dans le tabac alors qu'elle prétendait ne pas le faire. Et on s'est rendu compte que quelques mois plus tard, en septembre 2019, Philip Morris, le cigarettier, a été sorti de ce fonds de placement par KBC. Donc là, en l'occurrence, c'est une évolution positive. Vous en avez marre d'investir dans le sale, le toxique ou le guerrier? Les banques ont trouvé la solution, les fonds durables. Chez ING, vous pouvez aussi investir de façon durable. C'est bon pour votre avenir. Et pour le mien aussi. Vous n'avez jamais fait attention? Depuis quelque temps, les façades sont plus vertes. Il y a même des fougères qui poussent. On voit des éoliennes dans toutes les pubs. Grâce au Fonds du futur, vous contribuez à des solutions climatiques durables. Nous influençons positivement l'économie et la société. Nous donnons du sens à l'épargne et nous pouvons en être fiers. Personne ne peut faire de business sur une planète morte. Demain sera plus équitable, plus humain et plus durable. 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 Les fonds durables grimpent en flèche. Aujourd'hui, ils représentent 20% du marché en Belgique, soit 40 milliards d'euros.
seuls Belfius et BNP Paribas Fortis ont accepté de nous parler de ces nouveaux produits. On les appelle aussi ISR, l'investissement socialement responsable. L'investissement socialement responsable, en fait, il prend en compte des critères financiers, parce que c'est un investissement, donc c'est assez logique, et des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. C'est vraiment des investissements qui servent à rendre la société meilleure. Un fonds sur 3 qui est vendu est donc un fonds socialement responsable. Donc oui, on voit vraiment un appétit clair de nos clients. C'est clairement une tendance, on voit entre 2018 et 2019 environ une croissance de 18% de ce genre d'actifs. Quelles activités sont d'office exclues des fonds durables ou socialement responsables? Tout ce qui est donc contenu adulte, travail des enfants, alcool, le tabac, tout ce qui est fourrure, extraction de charbon, l'armement de façon générale, le pétrole et le gaz de schiste, les sables bitumineux. Donc ça c'est bien dans le contexte de l'environnement socialement responsable. De nouveau, il faut vérifier. On retourne dans les 4 grandes banques. On se met à la place du client qui veut investir 5 000 €, mais cette fois dans quelque chose d'éthique. On nous a sorti plusieurs fonds durables. Et promis, dedans, il n'y a plus rien de sale. On va jouer à un jeu, chercher l'erreur. Vous connaissez? On y va. Sont exclus usuellement l'alcool. AB InBev, Heineken, Diageo. Sont exclus usuellement le tabac. Philip Morris. C'est totalement irresponsable. Sont exclus usuellement les mines. BHP Billiton. Un barrage qui retenait les eaux en provenance d'une mine de minerai de fer a cédé. Ça s'est déversé pendant des kilomètres, tout l'écosystème était détruit, 19 morts. Sont exclus usuellement tout ce qui est pétrole. Total, ExxonMobil, c'est scandaleux. De toute façon, toutes les sociétés qui sont controversées, ceux-là sont directement retirés. Les secteurs controversés, donc tous les domaines, que ce soit le pétrole. Shell, c'est incompréhensible. Il y a une pollution qui va mettre 25 à 30 ans pour éliminer. Et on trouve ça dans un fonds comme celui-là. Non, non, jamais. Sont exclus usuellement la pornographie. Pas éthique. Je vais jamais trop bien compris, mais c'est pas éthique. Là, je trouve qu'on va trop loin dans le jugement de valeur, mais voilà. L'éthique, c'est beaucoup moins pire, mais c'est pas parfait. Sur ce point-là, on est d'accord. On a fait remonter quelques-unes de ces erreurs aux responsables des banques. Donc vous nous confirmez bien que l'alcool est exclu des investissements socialement responsables? Oui. Dans ce fonds, on retrouve Diageo et Rémy Cointreau. Comment est-ce possible? Alors, la différence, c'est que dans les différents critères que je vous ai évoqués, on ne les exclut pas formellement, purement et simplement, totalement. Donc, à l'intérieur des différents domaines que je vous ai expliqués, l'alcool par exemple, en fonction du type de fonds, on ne va pas totalement l'exclure. Donc, ce n'est pas systématique, c'est vraiment fonds par fonds. On a trouvé un fonds qui s'appelle Low Carbone, que vous connaissez peut-être. Oui. On voit dans ce fonds une société qui est financée, c'est la société Airbus. On voit Peugeot, Renault. Ouais. Est-ce que Airbus est une société low carbone selon vous? Il faut voir effectivement la composition. Bon, déjà, ça, il faudrait regarder, on va dire, l'impact, mais clairement, Airbus, à partir du moment où ils font voler des avions, mais bon, voilà. Pour le tabac, il y a des spécificités ou c'est exclusion totale? Alors, on a des exclusions totales pour les entreprises dont le chiffre d'affaires représente plus de 5% pour la production de tabac. Dans ce fonds, on retrouve Philip Morris. Et donc, typiquement, ça c'est un cas dont on a connaissance depuis un petit temps. Et donc on sait, voilà, on est entré en discussion avec les personnes qui gèrent le fonds Kite dont vous parlez pour aller éliminer ce genre de position. Attendez, vous venez de dire exclusion de tout ce qui est industrie du tabac pour autant que ça dépasse 5% du chiffre d'affaires, de la production du tabac en tout cas. Oui. Et on en retrouve quand même. Il se peut tout à fait qu'on retrouve ce genre de fonds. Ce que nous allons faire d'un point de vue banque, c'est immédiatement demander de changer ça parce que ce n'est pas en ligne avec nos valeurs. On sait qu'il y a encore peut-être un effort de communication à faire vis-à-vis de nos clients pour qu'ils comprennent bien, traditionnellement, ce qui se trouve derrière tel fonds ou l'autre. Dans les fonds durables, le grand classique, ce sont les géants du pétrole. On les retrouve dans les 4 grandes banques. Certains de ces groupes font même partie du top 20 des sociétés les plus polluantes de la planète. Des experts ont chiffré ce bilan carbone. Il est colossal.
Alors, dans les grandes sociétés pétrolières pour lesquelles on a des chiffres, on se rend compte qu'en fait, depuis 1965, de manière cumulée, pour une grande majorité d'entre elles, on a déjà dépassé ce qu'émet l'humanité chaque année. Donc on est quand même sur plus de 40 milliards de tonnes de CO2. 40 milliards de tonnes de CO2. Comment vous expliquez ce chiffre? Il va falloir faire preuve d'imagination. Vous êtes confortablement installé dans le siège de votre avion. Paré au décollage. On quitte la Terre. Oui, c'est une fiction. Direction le Soleil, à 150 millions de kilomètres. Ce n'est pas tout près. Ensuite, vous revenez sur la Terre. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, vous refaites ce même aller-retour 500 000 fois et vous arrivez à 40 milliards de tonnes de CO2, CQFD. Combien d'années faudrait-il à Shell pour compenser pleinement toutes les émissions qu'elle a déjà émises? D'accord. Alors donc sans parler de réduction, mais vraiment la compensation, Shell donc, a émis depuis 1965 à peu près 32 milliards de tonnes de CO2. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en 2019, la compensation, si on veut prendre tous les projets de compensation qui existent dans le monde, c'est 100 millions de tonnes de CO2 à peu près qu'on arrive à compenser. Et donc pour arriver à ces 32 milliards de tonnes de CO2 à compenser, il faut 300 ans. 320 ans, exactement. Est-ce que c'est possible? Je crois que non. Aujourd'hui, ces groupes pétroliers accordent un budget très faible aux énergies renouvelables. Depuis 2010, Total y a consacré 4% de sa capacité d'investissement, Shell 1,3% et Exxon seulement 0,2%. En moyenne, les sociétés pétrolières investissent 100 fois plus dans les énergies fossiles. Et pourtant, elles sont toujours présentes dans les fonds bancaires durables. Est-ce que vous savez quelle est la part du budget total d'investissement d'ExxonMobil qui est consacré à l'énergie renouvelable ou à l'éolien? Titre personnel, je ne sais pas. 0,22%. C'est très peu. Effectivement, mais donc, une fois de plus, l'intérêt d'avoir ce type de fonds SRI qui investissent dans ce genre de société pour, là aussi, avoir de l'impact et faire changer les choses. C'est important qu'on puisse les pousser dans la bonne direction. Et c'est exactement ce que nous faisons en fait en restant actionnaires, parce qu'au final, avoir un fonds qui investit dans ces entreprises-là, c'est ça, c'est être actionnaire de ces entreprises. Et donc, être actionnaire veut dire avoir un droit de vote et veut dire pouvoir les pousser dans la bonne direction. Les pousser dans la bonne direction. Cet argument va revenir tout le temps. Si vous n'êtes pas investi, c'est une certaine manière, vous dites, ben voilà, je capitule, je ne veux pas les pousser dans la bonne direction. On trouve que c'est important de continuer à les pousser dans la bonne direction. Pousser dans la bonne direction. Dans la bonne direction, on veut les pousser dans la bonne direction, et vous pouvez les pousser dans la bonne direction. On sait très bien ce qui a été voté, ce qui a été décidé, vers quoi on a poussé le management. Quand on a ce poids-là de 18 milliards et qu'on dit, voilà, on aimerait bien que, sinon on désinvestit, ils nous écoutent et ils bougent. Qu'est-ce qui a changé, par exemple, depuis Shell, qu'est-ce qui a changé? La rémunération des dirigeants qui est liée à leur empreinte carbone. Ça, honnêtement, je ne vois pas ce que vous pouvez trouver de mieux comme engagement d'une entreprise en disant, voilà, oui, on veut désinvestir. Parce que dans les faits, non, ce n'est pas une promesse, c'est à partir de 2020. C'est vrai. Shell a lié la rémunération de ses directeurs à la réduction de l'empreinte carbone de la société. Ça a été voté le 21 mai 2019 lors de l'Assemblée générale des actionnaires. Et vous savez quoi? Sur ce point précis, BNP Paribas a voté contre. Drôle de façon de les pousser dans la bonne direction. Pourquoi les fonds durables ne font pas mieux? Derrière les effets de communication, nous avons découvert une autre réponse. Cette femme a travaillé au cœur du réacteur. Elle constituait des portefeuilles durables pour un gestionnaire de fonds bien connu de la place. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans la finance éthique au sein d'une société de gestion financière, mon ambition, c'était on va changer la finance, on va maintenant investir dans des entreprises qui ont un réel poids et on va changer la finance de l'intérieur. Pour choisir les plus durables, les plus éthiques, on se retrouve à choisir entre des grosses multinationales. Ça veut dire qu'on se dit, est-ce que je vais plutôt prendre Nestlé ou plutôt Danone ? Selon tel ou tel critères environnementaux, sociaux, c'est peut-être Nestlé qui va un peu passer devant. Ou alors je vais devoir choisir entre Coca-Cola, entre Mondelez. Et finalement, on se trouve à investir que dans des énormes multinationales qui, en fait, ont un impact très négatif sur l'environnement et qui n'agissent pas du tout pour une transition. C'est vrai qu'on retrouve dans beaucoup de fonds
qui se disent durables, des entreprises pétrolières qui exercent dans l'énergie fossile, parce que ce sont des énormes secteurs assez stables et qui génèrent aussi une très bonne performance financière. L'argent a un énorme pouvoir parce que là où on met notre argent, là où on l'investit, c'est ce qui façonne notre économie. Donc tant qu'on continue à l'investir dans des fonds même durables qui mettent leur argent dans des grandes pétrolières, notre économie restera exactement la même qu'elle est à l'heure actuelle. On va vous montrer un exemple très concret. À la Banque Belfius, on nous a proposé un produit d'assurance durable. Et on y a trouvé un investissement de plus de 6 millions d'euros dans Socfin AF, la branche africaine de Socfin, une multinationale luxembourgeoise active dans l'huile de palme. Elle détient des plantations dans 8 pays africains. La plus rentable, c'est la Socapalm, au Cameroun. Des palmiers à perte de vue. La filiale de Socfin gère 58 000 hectares dans la région du littoral. Après quelques semaines de négociations, la société accepte de nous ouvrir ses portes. Nous avons rendez-vous à l'usine de Mbambu, à 2 heures de Douala. Des Belges y occupent des postes clés. Bonjour. Roland Latine est directeur de plantation et Dominique Cornet est le directeur général de la Socapalm. La visite est bien préparée. On nous emmène voir l'usine de pressage, la plus moderne. C'est ici que l'on fabrique l'huile de palme. On produit 22 000 tonnes d'huile par an. Sur le continent africain, la Socapalm est le plus gros producteur du groupe Socfin. 6 000 emplois et un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Et voici le jus. Ici, on nous l'assure, aucun produit chimique n'est utilisé. Et les eaux usées de l'usine sont traitées directement dans des bassins de lagunage. La société se revendique durable et responsable. Je crois qu'en Europe, on a l'impression que les effluents sortis de l'usine, de l'huilerie se rejettent, sont déversés directement dans la nature. Que non. Vous voyez vous-même qu'il y a un traitement des effluents qui se fait sur une série de bassins. Et à chaque étape, dans chaque bassin, il y a une différence d'eau dans l'eau qui montre qu'il y a la vie à chaque fois qu'il y a épuration des déchets. Toute la journée, nous allons nous déplacer en grande délégation. Arrêt ensuite dans les palmeraies de Mbambu. Dans la plantation, la grande majorité des ouvriers sont des sous-traitants. Ils sont en pleine période de récolte des noix de palme. La matière première qui sert à fabriquer l'huile. Ils sont payés à la tâche, une tâche extrêmement physique, mais apparemment bien rémunérée. Il faut dire que les salaires de Socapalm sont largement au-dessus du taux légal, déjà au-dessus de la convention collective. Nous avons un barème, un accord d'entreprise qui a revalorisé substantiellement les salaires. Même pour les sous-traitants ? Oui, mais les sous-traitants s'alignent. Nous en faisons une priorité. On va chercher pratiquement à plus du double du salaire du SMIC national. Donc un travailleur ici en plantation peut espérer gagner plus ou moins 70 000 francs CFA, c'est plus ou moins ça. Vous avez dit ce que je ne voulais pas dire, mais c'est bien plus cela. Et même au-delà, voilà, plus de 70 000 francs. Un élément va pourtant attirer notre attention. Très peu de coupeurs de régime ont des équipements de protection. Ici, par exemple, on voit un coupeur, il n'a pas de gants, pas de casque, il ne devrait pas porter des lunettes ou... Quand ils mettent des lunettes, il y a une évaporation, une buée qui se retransmet au niveau des lunettes et ça leur empêche d'avoir une bonne visibilité. Et ils ne devraient pas mettre un casque pour se protéger? Les casques, ils devraient en mettre, mais non. Quand il lève, s'il met le casque, chaque fois qu'il lève la tête, il est gêné par la visibilité du casque. Donc ils n'ont pas de gants, pas de casque, pas de lunettes. On a senti comme une contradiction parmi les responsables. Rassurez-vous, dès lors que nous le constatons, avec vous, nous allons sévir. C'est pas normal. Avec les lunettes, ils ont tout le temps une nuée à l'intérieur et ça leur empêche d'avoir une bonne visibilité. Serge, je réaffirme que nous allons mettre de l'ordre pour tous ces manquements.
Je le réaffirme. C'est ce qui s'appelle se faire recadrer par son supérieur. Allez, on continue la visite. Direction V2. V2 pour village numéro 2. C'est son nom. 350 habitants. C'est là que des ouvriers sous-traitants sont logés par la Socapalm. On veut nous montrer le chantier en cours et les dernières maisons construites avec tout le confort. Bonjour. Enchanté. Donc ici, c'est la maison d'un de nos travailleurs. Oui. Oui, c'est 2 chambres avec un salon. Durant toute la visite, nous serons toujours bien encadrés. On va nous montrer l'eau potable. On va nous montrer un dispensaire de soins. On va nous montrer une école. Toutes des infrastructures financées par la société. Merci, la Socapalm. Je dois vous assurer que Socapalm, c'est une bonne mère poule qui essaie de couver l'ensemble de ses poussins, de ses populations, que ce soit celles à l'intérieur, c'est-à-dire les travailleurs, ceux des sous-traitants, que les populations de la communauté riveraine. C'est une bonne mère poule, ça je peux l'affirmer. La bonne mère poule s'occupe-t-elle toujours aussi bien de ses poussins? L'argent des clients Belfius est-il toujours investi durablement? Au nord de Douala, il y a une autre plantation, Dibombari. La visite se fera sans le contrôle de la société. À l'intérieur de la concession, les routes restent publiques. Et nous allons découvrir une autre réalité, celle des travailleurs sous-traitants. De nouveau, nous croisons des ouvriers sans aucun équipement. Quand tu es comme ça, la saleté qui vient là, regardez, ça peut entrer dans les yeux. Non, il fallait les lunettes, le casque surtout. Quand tu élagues un palmette, c'est 40 francs. Pour avoir 2000, il faut 50. Quelqu'un comme moi, il me faut au moins 3 jours. Quelqu'un pour moi, 3 jours. 3 jours pour gagner 2000 francs. 2000 francs. C'est l'équivalent d'1 euro par jour. À plus de 30 degrés, 5 heures durant, cet ouvrier enchaîne les palmiers. Avant, on utilisait les 8 mètres, les 12 mètres. Maintenant, nous sommes déjà à 14. Donc, c'est trop. Je me sens faible. Et puis, c'est pas facile de me réveiller le matin, même pour... Bon, quand je finis comme ça, il faut que je rentre, je prends quelques comprimés pour remonter le physique pour le matin. Parce que si je ne prends pas, je dors peut-être le lendemain, il n'y a pas moyen, je ne peux pas travailler. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux dirigeants de la Socapalm? Qu'ils traitent les gens comme eux se traitent eux-mêmes. Ils ne traitent pas les gens comme des animaux. L'esclavage qui était déjà fini, ils ramènent ça. Ils veulent ramener l'esclavage. Bon. C'est tout ce qui me reste à faire maintenant. Et si je laisse ça maintenant, je ne sais pas comment je vais vivre. Dans la palmeraie de Dibombari, parfois on commence aussi très jeune. Trop jeune. Tu as quel âge? 16 ans. Qui est ton patron? Jonas. Un sous-traitant de la Socapalm. C'est lui, Jonas. Pourquoi tu as arrêté l'école? Parce que j'ai arrêté l'école. Je ne peux pas le père. Ma mère est déjà morte. Elle est déjà morte avec mon père. Elle est déjà morte. Cet orphelin mineur d'âge est en train d'appliquer un produit sur les plantes au pied des palmiers. Tu as des équipements, on te fournit des gants ou des bottes ou... Est-ce que tu peux nous montrer tes mains? Ça, c'est du produit. C'est quoi? Remède. Le remède, c'est du triclopyre, un pesticide. Nous l'avons fait analyser. Il est mélangé avec d'autres substances, certaines nocives par inhalation ou par contact cutané. Combien tu gagnes? Travailler dur, mais
par mois, hein, on gagne seulement 10 000, 15 000 comme ça. C'est même pas beaucoup. Parfois, ils gagnent 15 000, 20 000. Quand ils travaillent dur, quand tu pousses le travail, et tu es au travail tous les jours, là tu peux avoir quelque chose. Entre 15 et 30 euros par mois, c'est 2 à 3 fois moins que le salaire minimum garanti au Cameroun. On est loin des barèmes annoncés par la Socapalm. Là, les maisons que vous voyez là, c'est déjà le village des travailleurs. Emmanuel Elong est le président national d'un syndicat de paysans. Il veut nous montrer les conditions de vie des ouvriers. 3 mois, ils n'ont pas d'eau. Vous voyez la rouille un peu partout. Dans ce village où habitent les ouvriers Socapalm, il n'y a pas d'eau à boire. Vous voyez les cuisines, vous avez vu, ça c'est les bâtiments Socapalm, vous voyez les cuisines. Là, il y a des gens qui vivent. Oui, mais voilà. Vous voyez les tissus qu'on met pour cacher les trous. Ils mettent ça pour cacher les trous. Ici, plus de maisons confortables, juste des abris de fortune. Ils ont mis rien que la chaux, vous voyez mes mains. Ils mettent la chaux pour montrer que c'est des bonnes, belles maisons. Mais les planches sont pourries? Pourries, les planches qui datent depuis 1914. Regardez. Regardez. Des murs rongés et des toitures trouées. C'est le quotidien des ouvriers du village de Mbonjo. Avec les trous, avec les couteaux Socapalm, vous voyez, ils ne sont pas traités comme des êtres humains. Ils ne sont pas traités comme des êtres humains. C'est ça mon combat. Mon combat, ce n'est pas pour combattre Socapalm, d'amener Socapalm à traiter ses ouvriers comme des êtres humains. L'empire de Socfin a d'autres faces cachées. Dans une dernière plantation, au cœur du village de Mbongo, personne ne peut rater l'usine de la Socapalm. Nous allons l'approcher au plus près. Nous accompagnons Michel Essunga, un activiste qui est aussi un habitant. Les terres cultivables des villageois seraient polluées par une eau industrielle. Ça, ce sont les eaux usées qui sortent de l'usine Socapalm. Au pied du mur de l'usine, nous découvrons l'origine du rejet. Ils ont ouvert les trous derrière l'usine, au niveau de leur barrière, où ils déversent toutes les eaux usées. Et tout ça, ça va dans la rivière? Ça va dans la rivière Mabang, qui est polluée, où il n'y a même plus rien. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien là-dedans. Ici, on va vite faire un prélèvement. En tout cas, ça sent. On sent les résidus d'huile. C'est assez fort et ça a l'air d'être chaud aussi. Ouais, c'est chaud. C'est très chaud, là. On voit ici, on suit la boue et ça arrive directement dans la rivière en contrebas. Avant, vous pêchiez dans cette rivière? Je peux vous dire que cette rivière nourrissait des milliers de personnes dans ce village. Je vais vous dire une chose. Cette rivière est polluée depuis 20 ans. L'arrivée de Socfin à la tête de Socapalm. Nous portons notre échantillon en laboratoire. Les scientifiques de Hainaut-Analyse vont détecter certains biocides écotoxiques pour l'environnement. Mais le plus grave est ailleurs. L'échantillon est caractérisé par une très forte charge polluante, notamment de constituants organiques qui sont dégradables. Et cette charge polluante a été caractérisée par l'analyse par un paramètre qui s'appelle demande chimique en oxygène. Et la valeur qu'on a obtenue est de l'ordre de 53 000 milligrammes par litre en oxygène. On est largement 100 fois supérieur aux normes qui sont prescrites par l'Union européenne. Alors justement, quel va être l'impact sur les poissons et les organismes vivants dans cette rivière? Il est bien certain qu'en aval de ce genre de rejet, il n'y aura plus de vie. Socfin, c'est donc deux réalités. L'une prospère qui développe une région, l'autre cachée et inavouable. Vous avez dit emploi des mineurs. Donc Socapalm n'emploie pas les mineurs. Socapalm n'emploie pas de mineurs. C'est sous-traitant non plus? Non. Tu as quel âge? 16 ans. Mais vous n'allez pas me faire croire ce que je ne peux pas croire. Je vous ai dit,
que nous ne travaillons pas avec des mineurs. Il n'y a pas de mineurs chez nous, pas plus que... Je vous ai dit que j'en ai vu un. Non, je vous dis, c'est pas Soka Palm. Ce cas n'existe pas chez nous. Ce cas de travailleurs mineurs n'existe pas. On est retourné sur le lieu de la pollution. Heureusement, 2 mois plus tard, elle a disparu. Combien de temps a-t-elle duré? Nous ne le savons pas. Regardez là. Oui, ça, on a De l'autre côté du mur, de nouveau, les responsables ne nous ont pas cru. Aujourd'hui, vous nous dites qu'un rejet d'eau de votre usine est impossible à travers ce mur. Je dis c'est impossible. Nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait des fuites. Et puis dans ce dialogue de sourds, une lumière d'honnêteté a jailli. C'est les villageois qui ont contaminé. Elle vient directement du conseiller en marketing de la Soka Palm. Face caméra, il va reconnaître l'embauche des mineurs par les sous-traitants. À moins de mettre un gendarme derrière chaque sous-traitant, tous essaient de tricher pour gagner de l'argent. L'entreprise, oui, évidemment que ça peut arriver. Ça peut, les contrôles, il y a des gens qui sont payés pour faire les contrôles. Ils trichent. Les sous-traitants trichent pour faire des économies, évidemment. Je vous garantis que si on va vérifier l'enfant dont vous parlez aujourd'hui, c'est lui qui l'a embauché. Il a été maître 18. Il a dû mettre même 21. Ah non, là-dessus, nous le disons sans gêne. Il fera du temps. Jamais la multinationale ou sa filiale n'avait avoué l'inavouable. Belfus a donc investi l'argent de ses clients dans une société qui emploie indirectement des mineurs dans ses propres plantations. Nous avons montré nos images à la banque. Tu as quel âge? 16 ans. La réalité d'un de leurs produits durables. Quelle est votre réaction à tous ces éléments? C'est clairement inacceptable. C'est évident, c'est des conditions qui sont dégradantes, qui sont juste pas acceptables au XXIe siècle. Donc je pense que c'est évidemment déplorable de voir ça et de voir qu'il y a des entreprises qui continuent à exploiter la misère humaine. Mais il y a une responsabilité de la banque aussi, puisque vous proposez, vous financez, vous investissez de l'argent dans cette entreprise. Alors de façon indirecte, mais c'est très clair qu'on a... de par le fait qu'on a investi dans un fonds, qui investit dans un fonds, qui investit dans la société, on a ce genre de... très peu, mais il peut arriver qu'on ait ce genre de position. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire suite à ces éléments? Dès que je retourne à mon bureau après l'interview, je vais demander de prendre l'action nécessaire pour sortir très clairement de ce genre de position. Ce n'est pas du tout les valeurs que Belfus souhaite véhiculer. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est inacceptable, qui est passé entre les mailles du filet. Donc comme je vous le disais, là, on doit encore améliorer et on investit de façon massive dans les processus, le screening, les gens, pour que ce genre de situation totalement inacceptable ne se reproduise plus. Manu, la banque Belfus a promis du changement, on vient de l'entendre, on est 2 mois après cette interview. Est-ce que l'engagement a été tenu? Oui, Belfus a tenu ses engagements, donc ils nous ont dit avoir cessé toute relation commerciale avec Value Square. Value Square, c'est le gestionnaire de fonds où l'on retrouvait Socfin, la société active dans l'huile de palme. Tous les fonds Value Square ont été retirés des portefeuilles des clients Belfus, donc l'engagement est clairement tenu. Alors concrètement, ça veut dire que l'argent des clients Belfus n'est plus investi dans cette société? On a vérifié, en tout cas dans la fiche produit, de produit d'assurance qui m'avait été proposé lors de la caméra cachée, et on ne retrouve plus dans la catégorie durable ce fonds Value Square. Donc là, oui, on peut dire que c'est vrai. C'est clairement, Manu, un impact de ton enquête sur la banque? C'est un impact, maintenant, ça reste un premier pas, parce qu'on a fait remonter à Belfus qu'il y avait du tabac dans leurs fonds durables, qu'il y avait des entreprises minières responsables de catastrophes écologiques dans leurs fonds durables. Ils sont au courant, ils sont en train de plancher, d'analyser une 40aine de controverses dans leurs fonds durables. Donc ça prouve qu'il y a encore un travail immense qui est à mener. Dans les allées de notre argent, il y a aussi le pire du pire, l'armement. Chez ING, on a posé la question très clairement. Et vous savez quels secteurs sont d'office exclus, par exemple l'armement, oui, ce genre de choses? Tout ce qui est financement du terrorisme, tout ce qui est secteur d'armement. Dans sa gamme de produits durables, ING va nous proposer un fonds géré par une autre banque. Et ça, c'est le dernier, donc voilà. C'est un autre gestionnaire, donc ça, c'est AXA. Et donc lui, clairement, voilà, donc c'est aussi un fonds d'action equity, donc sustainable, mais au niveau mondial. Dans les 6 mois qui ont suivi ce rendez-vous, nous avons la preuve que ce fonds durable a investi dans une des plus grosses entreprises d'armement de la planète. Si on trouve
Raytheon, qui était une compagnie américaine de défense, une des plus grosses aux États-Unis et donc par définition une des plus grosses au monde. Là, en ce qui concerne le côté armement du domaine, il n'y a pas de suspense. On fait des missiles, on fait des bombes. Comme c'est une des principales entreprises qui assure l'équipement en armement des systèmes américains, et bien vous la retrouvez partout, dans tous les conflits sur la planète. Prétendre vendre ce type de produit comme étant un investissement éthique, c'est très problématique. Raytheon, ce sont plus de 3 milliards de bénéfices annuels. Parmi ses meilleurs clients, l'Arabie Saoudite. En 2018, ce régime controversé lui a commandé pour plus de 2 milliards de dollars d'armement. Dans un hôtel bruxellois, entre deux conférences internationales, nous allons rencontrer une défenseuse des droits de l'homme. Elle a documenté de nombreux crimes de guerre au Yémen. Les armes de Raytheon, elle connaît leur impact. Dans la plupart des incidents, le fabricant des armes était Raytheon. Ça, c'est un incident qui s'est produit en 2016. La coalition arabe avait bombardé un camion. 13 enfants et 3 femmes ont été tués. C'étaient tous des civils. On a retrouvé les restes des armes sur place. Elles avaient été fabriquées aux États-Unis par la société Raytheon. Dans ce rapport, le nom Raytheon revient à 13 reprises. Ces armes ont frappé directement des civils, des écoles ou des centres culturels. En octobre 2016, une cérémonie d'enterrement a été bombardée à 2 reprises, ne laissant aucune chance au premier rescapé. Bilan, 84 morts et 550 blessés. De nouveau, dans les décombres, les numéros de série des armes correspondent à ceux de Raytheon. Notre travail nous a appris que le commerce des armes est au centre de la guerre au Yémen. Il n'y a pas que le prix humain. Il y a aussi beaucoup d'intérêts financiers en jeu à cause de la guerre au Yémen. Et Raytheon en fait partie. Il est temps d'agir. Vous vous souvenez? C'était le thème de cette soirée de la finance verte. On a eu de la chance. On a trouvé la responsable mondiale de la durabilité chez ING. Une banque qui distribue donc un fonds durable avec de l'armement. Il est vraiment temps d'agir. The urgency is really there. So we do need to act there and we do need to accelerate. We need to focus on what do we think are the winners of tomorrow. We think sustainable business is better business. ING a refusé toutes nos demandes d'interview. On a donc posé directement nos questions à Léonie Scrève. I was asking for sustainable funds, and in that funds we found a weapon company. Yeah, no, I understand. I mean, It's strange, you know. Yeah, we have the ING Sustainability Fund where I know that all the stringent manners are in place. If we offer a second-party fund, I don't know how that is managed. That's not my responsibility. These weapons are used against civilians in Yemen. Yeah, if there's weapon companies in sustainability funds, that wouldn't happen if ING develops the fund. But it's in your bank. But it's in... Yes, but it was in the selection of the funds. Yeah, again, I'm not responsible for the funds. But what is your opinion? Is it normal? I mean, I'm not responsible for this part, so I have my personal opinion, of course, but that's irrelevant in this discussion. La responsable de l'investissement socialement responsable n'est finalement pas responsable. La couche de greenwashing, il déteste ça, le président des Verts à l'Europe. Philippe Lambert, c'est un observateur averti du monde de la finance. On l'a emmené dans les studios de Keywall, car depuis plusieurs années, il épluche les rapports annuels des banques et il a inventé une météo d'un nouveau genre. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de placer son argent, un réflexe, consultez la météo des banques. Lorsque vous regardez le ciel bancaire de la Belgique, eh bien vous constatez que ce n'est pas un ciel uniformément serein. Entre des zones très ensoleillées, des zones nuageuses et des zones carrément tempétueuses, eh bien on voit que
les banques qui opèrent en Belgique n'ont pas un profil identique les unes aux autres. Philippe Lamberts nous l'assure, il n'envisage pas une reconversion. C'est juste une manière ludique de plaider pour une régulation du secteur. Selon lui, les banques doivent changer. Je veux dire, elles peuvent vous raconter tout ce qu'elles veulent en termes d'investissement socialement responsable, etc. Le but des grandes banques systémiques, c'est de faire un maximum de pognon le plus vite possible et coûte que coûte. Et je ne veux pas dire que toutes les personnes qui travaillent dans ces grandes entreprises systémiques sont des gens sans foi ni loi. Je ne dis pas ça, mais je dis simplement que ces gens sont soumis à la dictature de la maximisation du profit trimestriel. Et donc, même quand ces gens veulent bien faire, eh bien, ils se trouvent soumis à une pression qui les oblige à mal faire et à prendre des raccourcis avec la durabilité environnementale, avec la durabilité sociale, avec la justice, avec la dignité humaine. Mais évidemment, s'il n'y a pas d'harmonisation légale de ce que c'est un investissement vert ou un investissement durable, évidemment, chacun peut vendre sa salade comme il l'entend. C'est comme le label bio. Vous pouvez avoir un très beau label bio, mais s'il n'y a pas de contrôle, chacun fait ce qu'il veut. Dans la finance verte, si on ne va pas contrôler, eh bien, clairement, on pourra continuer à vendre des choses qui ne sont pas durables sous label durable. Autrement dit, il faudra la peur du gendarme. C'est la fin de notre voyage. On termine avec vous, les consommateurs. Vous vous rappelez ? On vous avait piégé sur la place de votre marché. Et puis là, aujourd'hui, on vous montre que tout ça n'est pas une blague, mais bien la réalité. Les images sont parfois dures. Alors, on a refait le monde avec vous, avec vos doutes, vos questions et votre révolte. J'en suis sidérée au sens fort du terme, ça j'imaginais pas. C'est choquant de voir effectivement qu'on vend des fonds éthiques qui finalement ne le sont pas vraiment. Durable ou pas durable, c'est la même crasse, c'est un peu l'impression que ça donne. On a besoin d'argent, mais bon, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. C'est trop. Je crois que le confort qu'on a ici nous freine un peu à voir la réalité de ce qui se passe ailleurs. J'en suis consciente, ça me pose un problème. Je sens que je vais regretter ce que je vais vous dire. J'aimerais perdre 10 kilos, j'en suis consciente, ça me fait me relever la nuit, mais je les ai pas perdus. J'ai un problème de volonté, je l'admets, dans les petites choses, les moyennes choses, les grandes choses. Je ne devrais pas laisser mes enfants boire du coca, mais elles ont bu un coca tout à l'heure. Je me rends compte des limites de ma volonté et je m'en veux parfois, c'est exact. Mais je fais partie de ce ventre mou qui est un peu triste et puis qui continue sa journée. Et je me dis, demain, je prendrai le bus, demain, je ne referai pas un plein à cette voiture, demain, je donnerai des fruits à mes enfants. Demain, demain, demain. C'est dur d'aller à l'encontre de tout ça, les petits citoyens. Moi, ma question tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Je suis consommatrice, je suis cliente. Oui, j'ai une responsabilité. Il faut que je rentre, je prends quelques... On leur donne 2 fois rien, ils travaillent comme des esclaves et en plus, ils ne savent même plus aller pêcher un poisson dans la rivière, qui est à eux. Voilà. Le jour où ça arrivera ici, peut-être que les gens vont se réveiller. On l'a bien compris, Manu, dans ton enquête, croire les banques sur parole pour trouver un véritable fonds d'investissement durable, c'est difficile. Alors est-ce qu'il existe un label, quelque chose qui pourrait aider les consommateurs à mieux s'y retrouver ? Febelfin a créé un label. Febelfin, c'est la fédération des banques, mais il est loin d'être parfait. Un exemple concret, c'est le fonds d'investissement durable qui nous a été proposé par ING, dans lequel on retrouvait Raytheon, une compagnie d'armement. Ce fonds vient de recevoir le label durable. On a contacté ING pour leur faire remonter ces éléments et ils nous ont dit que Raytheon, aujourd'hui, ne faisait plus partie de ce fonds. Je n'ai aucun moyen de le vérifier. Il va falloir encore attendre ces fameux rapports annuels.
On ira évidemment vérifier, mais il y a aussi des banques qui se positionnent sur le marché comme étant des banques éthiques. On peut penser à Newbie par exemple ou à Triodos. Alors est-ce que c'est finalement ça la solution ? Newbie, on en a beaucoup entendu parler, est une banque qui n'est pas encore tout à fait opérationnelle. Donc c'est difficile d'avoir un avis sur cette banque-là ou sur une autre. Notre rôle de journaliste n'est pas d'être un conseiller bancaire. Ce n'est pas mon rôle de dire investissez dans telle banque plutôt qu'une autre. Là, je pense que c'est un effort à faire par le consommateur. Mais avec ce genre d'investigation, est-ce qu'on peut éveiller les consciences ? Oui, je pense que le consommateur doit se réapproprier son rôle. En étant informé, il va pouvoir se positionner. Et donc peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui vont avoir ce réflexe, après l'émission, d'aller regarder ce dans quoi investit leur argent, leur épargne pension ou leur fonds de placement. Alors, il faut être aussi honnête, c'est un travail énorme que tu as dû fournir pour réaliser cette enquête, un travail de fourmi. Tous les consommateurs ne vont pas être capables de faire les mêmes recherches. Alors je ne souhaite à aucun consommateur d'ouvrir ces fameuses poupées russes dans lesquelles on trouve parfois 30 ou 40 fonds d'investissement. C'est vrai que ça reste fastidieux. Il existe des outils pour les consommateurs pour s'informer. Un exemple, c'est celui de Financité. C'est le site web d'une ASBL citoyenne qui est financée par les pouvoirs publics. Ils ont coté tous les fonds durables disponibles sur le marché belge. Et il faut savoir que 80% de ces fonds ont reçu la note de 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il reste 20% dans lesquels on peut faire son choix, dans lesquels on peut faire son marché. Donc c'est très important que le consommateur se réapproprie ce rôle parce qu'en investissant son argent de telle ou telle façon, il peut avoir un impact à des milliers de kilomètres. Et donc tous les jours, avec son argent, le consommateur vote sans le savoir. Voilà pour cette première enquête, elle vous interpelle, elle vous donne envie de réagir. Surtout, n'hésitez pas à communiquer avec nous via nos réseaux sociaux ou via l'adresse investigation@rtbf.be. Pour nous, c'est terminé, en tout cas sur cet écran. Mais n'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre à tout moment sur tous les autres. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée.